Bonjour. I think I will make it in French, not in Italian, because otherwise I wouldn't manage to deal in a quarter of hour. Je vais donc vous présenter le système, très rapidement le système Epicure et puis les projets vers lesquels on essaye de faire évoluer le système. Donc Epicure est un Decision Support System qui fonctionne à l'échelle de la France et des différents bassins de production. Alors le pointeur ne marche pas sur la télévision. Et on fait tourner le système à partir de points de stations météo virtuelles en fait, qui nous sont fournis par Météo France sur l'ensemble du vignoble. Et vous avez donc ici une illustration à droite d'une carte du risque potentiel mildiou en ce début d'année, c'était la semaine dernière, donc avec un niveau de risque relativement uniforme sur tout le vignoble, excepté sur les zones les plus à l'est, donc pour les vignobles italiens ça devrait être plutôt bon. Et cette carte donc est calculée à partir de 80 000 points, un point tous les kilomètres. Et donc j'ai illustré en bas l'information qui est zoomée à l'échelle d'un vignoble. Ici, c'est le Bordelais, selon 3 hypothèses de météorologie pour les jours à venir. Au milieu, c'est l'hypothèse la plus probable. Et puis, à gauche, c'est l'hypothèse de prévision faible, donc c'est plutôt froid et sec. Et puis, hypothèse de prévision forte, donc chaude et humide. Donc on voit la prévision qui est faite pour la semaine prochaine à J+6 avec un niveau de risque mildiou relativement élevé sur l'ensemble du Bordelais, excepté certains secteurs. Sur l'outil, les utilisateurs peuvent cliquer sur les points qui apparaissent en bleu, ici tous les 10 km, et accéder à des informations sous forme graphique ou tableau avec les principaux éléments du modèle. Cet outil est décliné aussi par bassin de production avec l'outil Optidose qui va tenir compte du risque épidémique, avec les données météorologiques observées ou prévisionnelles. Ici, l'illustration, vous avez le risque mildiou et oïdium sur les 2 lignes qui sont en jaune, donc un risque modéré sur toute la période, mais qui peut évoluer. Donc là, le risque est uniforme sur toute la période considérée. Et l'algorithme Optidose tient compte aussi du développement de la biomasse qui est simplifié par une approximation du volume de la haie foliaire. Donc ce système fonctionne sur l'ensemble des bassins de production. Il est en accès libre sur le site Epicure. Et à titre d'exemple, j'ai pointé les niveaux de satisfaction sur plus de 3600 réponses pour le mildiou et l'oïdium depuis l'année 2015. Et vous voyez qu'il y a plus des 3/4 des utilisateurs qui sont globalement satisfaits de ces outils qui permettent donc de réduire l'intrant phyto par rapport à la dose homologuée. Ces outils fonctionnent mais de manière globale et uniforme. Et en fait, le constat que nous faisons, c'est que la prise de décision de traitement, elle est faite par le viticulteur au niveau de l'exploitation. Or, nos outils fonctionnent le plus souvent à l'échelle du vignoble ou du bassin de production. Donc il est important de les décliner et de pratiquer les changements d'échelle pour se rapprocher de l'échelle locale. Et donc l'objectif du projet plan de traitement optimisé, c'est d'essayer de comprendre les variations d'attaque à l'échelle d'une exploitation ou d'un parcellaire, d'utiliser les techniques de viticulture de précision pour mesurer les variations de sensibilité et essayer de construire un zonage d'isosensibilité par rapport aux maladies pour, à terme, affiner la posologie de traitement à l'échelle de la parcelle et du cep pour des pulvérisateurs intelligents qui seront capables de moduler les doses. Les premiers prototypes sont en cours de test. On a conduit donc une expérimentation sur le château Léoville-Lascaz, donc un second cru du Médoc à Saint-Julien. Sur une centaine d'hectares, vous voyez que le parcellaire s'inscrit dans un rectangle de 2 km sur 3 à peu près, constitué essentiellement de Cabernet Sauvignon et de Merlot. Nous avons utilisé pour bâtir notre dispositif une carte de résistivité électrique du sol qui a été mesurée en 2008 et on a utilisé la voie la plus profonde donc, qui caractérise le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur.
Et on a simplifié cette information sur la carte du bas en 3 classes de résistivité, faible, moyenne ou forte. De la même manière, on a utilisé une mesure du NDVI qui a été faite par drone en 2013. On a utilisé cette information drone après avoir essuyé les échecs des capteurs de proxy détection, parce que pour faire des mesures sur l'ensemble des 100 hectares, il nous faut plus d'1 mois avec un appareil. Donc la mesure par drone est peut-être moins précise, mais elle a l'avantage de donner une photo instantanée du vignoble. De la même manière, donc, on a simplifié cette information en 3 classes de biomasse, faible, moyenne ou forte. Et après avoir vérifié l'indépendance des données, on a croisé cette information, ce qui nous donne la carte du bas, et donc cette mosaïque de zones que l'on a appelées des unités de fonctionnement physiologique, a priori homogènes sur le vignoble. Donc on retrouve toutes les combinaisons des 9 classes, 3 x 3, donc sur les 2 variables de résistivité du sol et de la biomasse. Que faire de cette information en pratique? On a décidé avec l'exploitation de supprimer la classe de biomasse intermédiaire pour ne s'intéresser qu'aux végétations extrêmement faibles ou fortes, pour être sûr de pouvoir observer des variations. Et on a donc 6 combinaisons qui sont retenues et qui sont représentées ici sur cette carte. Et sur ces 6 combinaisons, on a déployé un dispositif de témoins non traités qui sont représentés ici par les petits triangles rouges et qui donc sont des points d'observation de 5 cep. Et nous avons fait 2 répétitions de chacun de ces points d'observation pour avoir sur Cabernet Sauvignon l'ensemble des combinaisons donc répétées 2 fois. Et sur le Merlot, on a une double répétition uniquement sur les biomasses fortes. Ce dispositif, donc voilà la représentation, on a donc la vigne qui est protégée au moment des traitements et on fait des observations aussi sur des ceps de référence qui sont positionnés autour des points d'observation. Ce dispositif est suivi chaque semaine après du débourrement jusqu'à la récolte et on fait des observations à la fois sur le plan physiologique et aussi sur le plan du développement des maladies. Et donc ici, je voulais vous illustrer quelques résultats de ce dispositif. Donc on a regardé ici 3 variables, le taux de débourrement, la puissance des ceps, c'est le nombre total de sarments qui sont émis par les ceps, c'est-à-dire sur les bois en production, mais aussi sur le vieux bois, et puis le taux de fertilité des bourgeons, que l'on va essayer d'exprimer en fonction donc, de la résistivité du sol, c'est les 3 couleurs grises en bas, et pour chacune des classes de biomasse. Et dans les tableaux que j'ai présentés ici, donc on a les résultats de l'analyse de variance chaque année, donc de 2014 jusqu'à 2017, et j'ai mis en surbrillance le niveau de significativité de l'analyse de variance. Et donc vous voyez que sur le taux de débourrement, le dispositif n'explique pas, excepté sur l'année 2016, n'explique pas de variation. Si on regarde par contre la puissance des ceps, le concept de l'UFP explique la variation constatée et on peut mesurer l'effet du sol et l'effet de la biomasse. Et on voit qu'on n'a pas les mêmes réponses en fonction des années. Et puis ici, on a une significativité qui apparaît sur le niveau d'interaction. De même, sur le taux de fertilité des bourgeons, on voit que le dispositif explique bien la variabilité, avec là aussi un effet du sol et un effet de la biomasse, mais qui n'est pas constant d'une année à l'autre. Et cette courbe représente pour le mildiou, enfin ce graphique représente pour le mildiou, le développement des maladies, donc sur chacune des années, 2014, 15, 16, et puis on va voir aussi sur 2017. Sur l'axe des abscisses, donc on a chaque semaine d'observation, et puis le niveau de dégâts sur feuilles et sur grappes en fréquence et en intensité. Et là, on a regroupé les résultats en fonction de la résistivité électrique, donc faible en noir, moyenne en vert, et résistivité forte en rouge. Et en fait, on peut voir très vite qu'il n'y a pas de relation linéaire entre la résistivité électrique et la sensibilité au mildiou. Si c'était le cas, les courbes vertes seraient systématiquement au milieu. Or, on voit qu'elles sont parfois au-dessus en première année, voire en dessous en 2015.
Sur l'année 2017, on n'a eu quasiment aucun développement de maladie sur le milieu. On a la même chose pour l'oïdium, mais je ne le montre pas par manque de temps. Et ici, on a le même résultat qui va représenter le développement des maladies en fonction de la biomasse faible en noir ou forte en rouge. Et la planche graphique montre que la biomasse forte est presque toujours plus atteinte que la biomasse faible, mais pas tout le temps. Ce n'était pas le cas en 2014, notamment au début. Et là aussi, sur 2017, donc absence de développement. Pour terminer, juste une illustration donc, de la localisation des foyers pour le mildiou en haut et pour l'oïdium en bas sur les différentes années. Et en fait, cette carte montre que la localisation des foyers n'est pas la même pour les maladies d'une année sur l'autre. Et elle semble aussi être un peu spécifique de la maladie mildiou ou oïdium qui ne se distribue pas aux mêmes endroits. Donc pour illustrer cela, c'est très rapidement, cette planche graphique montre le niveau de significativité de l'analyse de variance au niveau donc, de l'UFP, l'explication de l'UFP sur les différentes années, l'effet du sol, l'effet de la biomasse et l'interaction entre les deux. Et en ordonnée, vous avez en vert, c'est le niveau de significativité de l'attaque sur grappe, et en rouge, c'est le niveau de significativité, non, en vert, c'est sur feuille, pardon, et en rouge, le niveau de significativité de l'attaque sur grappe. Et on voit donc que les scénarios épidémiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, ici, en 2015, donc j'ai pointé avec le rond jaune, le fait que le concept de l'UFP explique les variations d'attaque sur grappe plus fortement que les autres années. L'effet du sol se manifeste sur le feuillage en 2014 et pas les autres années. Et l'effet de la biomasse apparaît en 2014-2015 et plus faiblement en 2016. Voilà, donc pour terminer, après ces premiers résultats, donc on considère que ce concept d'unité de fonctionnement physiologique, a priori homogène, est une clé de lecture qui nous semble pertinente pour expliquer les variations. À la fois sur le plan du comportement physiologique des cépages et aussi de la sensibilité aux maladies, qu'il explique donc à une échelle de variation intraparcellaire. Globalement, on mesure que ce dispositif explique à peu près 50% de la variabilité totale, et donc il nous reste encore 50% de variabilité à maîtriser. Et donc depuis 2016, on a introduit des capteurs dans la végétation qui vont mesurer température et hygrométrie pour essayer de mieux caractériser l'itinéraire climatique au sein du couvert végétal. Alors, c'est un pas vers les objets connectés. Nos capteurs ne sont pas connectés parce qu'on n'a pas besoin des données en temps réel. Donc, on a fait un système plutôt simple, mais à terme, on pourra aller vers les objets connectés qui communiqueront ces informations en temps réel. Et on peut envisager que nos modèles qui aujourd'hui fonctionnent sur la donnée météo fonctionneront demain sur de la donnée agrométéo mesurée dans la végétation. Et puis, pour terminer, donc, ce dispositif est étendu à partir de 2018 sur les deux sites du Château Coins, de l'INRA de Bordeaux et de l'UCHEALD, donc de Bordeaux Sciences Agro. Voilà, je vous remercie pour votre attention.